Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de votre émission 100% CAN. Oui, nous parlons ce matin de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec la fin des matchs de poule et des huitièmes de finale. Oui, des huitièmes de finale âprement disputés avec la sortie des grands favoris notamment le Sénégal, le Maroc, l'Égypte, le Burkina Faso, la Mauritanie, la Tunisie, l'Algérie et surtout le grand retour du pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui fait sensation face aux Lions de la Teranga. On en parle tout de suite sur ce plateau avec mes invités déjà installés. À ma gauche, Claver Kounoudi, analyste sportif. Bonjour Claver. Oui, bonjour mon cher ami, bonjour le plateau et ravi d'être parmi vous. Merci de répondre à notre invitation. En face de vous, Eman Moussou, journaliste sportif. Eman, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci à vous également de répondre à notre invitation. Merci. Alors, comme je le disais à l'entame de mon propos, nous parlons de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Cette CAN de grande surprise pour bon nombre de sportifs et d'observateurs du monde sportif. Je commence par vous, Claver Kounoudi. Les matchs de poule terminés. Nous avons eu droit à des huitièmes de finale âprement disputés, notamment des matchs à l'image des classicos, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Un match où beaucoup de supporters, beaucoup d'analystes sportifs ont donné et 4 blanches au Sénégal, mais à l'arrivée, le Sénégal, Aliou Cissé, tombe les armes à la main et la Côte d'Ivoire repêchée, je dirais, avec 3 points à l'issue des matchs de poule, réussit à se qualifier pour les quarts de finale. Pour vous, quelle analyse faites-vous de ce match-là déjà? Non, mais vous savez, c'est souvent comme ça, hein, les équipes qui sont en griffe repêchées lors des phases de poule deviennent de redoutables prédateurs quand il s'agit des matchs à élimination directe. Vous avez vu le match Sénégal-Côte d'Ivoire qui est tourné à l'avantage des Ivoiriens. C'était un match où, pour ceux-là qui connaissaient bien l'équipe ivoirienne, pour ceux-là qui connaissaient l'effectif des Ivoiriens, ils devraient quand même se dire que c'est la touche Jean-Louis Gasset qui n'a pas marché. Et comme Jean-Louis Gasset est parti et que MS Faye est arrivé, il devrait forcément avoir une révolution. Et c'est ce à quoi on a assisté lors du match, la titularisation déjà de Jean-Michel Seri qui était sur le terrain avec Gradel et autres. Et vous allez constater que c'est des Ivoiriens revanchards qui étaient revenus, Ragayadi, Rekenke, et ils avaient derrière eux le 12e homme, leur public, ce qui a permis à cette équipe ivoirienne, malgré le fait que moi je mets déjà même le but sous le coup du manque de concentration du capitaine qui était en train de repositionner ces éléments quand le but sénégalais. Oui, le but sénégalais quand Sadio Mané a pivoté pour faire le centre et le buteur, un attaquant né, il a pris le ballon, il a catapulté. On aurait pu quand même condamner le gardien, mais c'était à bout portant. Il n'avait pas eu le temps nécessaire pour fermer ses buts. Et juste après le but, il n'y a plus rien eu du côté sénégalais. Les Ivoiriens ont pris d'assaut les Sénégalais. Au début, on avait cru que bon, c'était des stratégies de jeu où le Sénégal avait laissé le ballon pour les Ivoiriens. Mais non, c'était l'armada ivoirienne que le Sénégal n'arrivait pas à supporter. Et déjà, les indices qui pouvaient montrer ça, c'est le tacle de Sadio Mané qui aurait pu bénéficier, qui aurait pu être sanctionné du moins par un carton rouge. Mais bon, ce sont des faits de jeu, ça a continué. Les Ivoiriens ont cru en la chose et avec l'entrée de Pépé et de tous ceux qui sont rentrés par la suite, il y a eu le pénalty. Le pénalty que Kessié a transformé avec un sang-froid qui ne dit pas son nom. J'en ai suivi tout ce que vous savez déjà et les prolongations et les tirs au but. On va revenir justement sur cette faute commise par Sadio Mané et le penalty, justement pour bon nombre qui n'a pas été sifflé pour le Sénégal. Hein. Eman Moussou, ce match-là, vous l'avez suivi, vous avez pronostiqué à l'avantage du Sénégal, mais à l'arrivée, le Sénégal tombe. Le Sénégal tombe, effectivement, parce que durant les matchs de poule, la Côte d'Ivoire, le visage de la Côte d'Ivoire qu'on a vu, ce n'est pas ce visage-là qu'on a vu en huitième de finale. Parce que déjà, le pays organisateur qui se fait éliminé par la Guinée équatoriale 4-0, donc on ne s'attendait pas à ce visage de la Côte d'Ivoire. Et lors de la huitième, on a vu le visage, il y a d'abord eu le changement de l'entraîneur qui a été limogé par la fédération. Et l'entraîneur adjoint qui était là avait cette volonté-là de montrer, avec cette obligation voilà. de remporter la victoire. Voilà. Et il a eu à titulariser les Mass, Alain Gradel, des joueurs qui étaient sur le banc, qui ont permis quand même à voir cette victoire-là avec l'entrée de Sébastien Haller, tout et tout. Et puis
le penalty réalisé par Franck Kessie et puis les tirs au but, tout et tout, et la Côte d'Ivoire remportée. Voilà, dans ce match, il y a eu beaucoup de rebondissements, notamment la faute commise par Sadio Mané, où beaucoup se disaient qu'il devait prendre un carton rouge, mais l'arbitre, est-ce que pour vous, l'arbitre en donnant un carton jaune à Sadio Mané, pour vous, est-ce que c'était dans l'optique de ne pas quand même gâcher le coup du match quand on sait que c'était en début de match et en donnant un carton rouge à quand même le ballon d'or africain, et on dira et l'arbitre a pris position et a voulu être du côté de la Côte d'Ivoire pour vous? Pour moi, le match a été très bien sifflé parce que c'était un match très intense et il ne fallait pas gâcher l'image du match. Donc déjà l'entrée du jeu comme ça, donner un carton rouge, c'est déjà prendre position et même les Sénégalais vont dire que l'arbitre est du côté du pays organisateur. Pour moi, le match a été très bien sifflé et chapeau à l'arbitre. Qu'avait-on nous dit l'arbitrage? L'arbitrage sur la faute commise par Sadio Mané méritait un rouge parce que vous savez, il y a pas le... Ce n'est pas forcément parce que la faute a été commise à la première seconde qu'il ne faut pas la sanctionner. Il y a eu atteinte à l'intégrité physique de l'adversaire. L'arbitre n'a pas voulu revenir sur son jaune qu'il a donné. Il n'a pas été appelé non plus par la VAR. Donc du coup, moi je dis aussi que ça a joué aussi sur Sadio Mané parce que c'est resté un temps soit peu dans sa tête. Et vous allez voir, les minutes qui ont suivi, il n'était plus trop passif comme cela se doit. Mais moi je ne vois pas trop l'incidence de l'arbitrage sur l'issue de la rencontre. Parce que même le penalty dont tout le monde parle, qui aurait pu être sifflé en faveur du Sénégal, il y avait déjà le déséquilibre de l'attaquant avant qu'il y ait le soupçon de contact dans la surface de réparation. Donc je serais à la place de cet arbitre que je n'aurais pas sifflé. Et s'il y avait eu réellement en faute, la VAR l'aurait appelé pour confirmer. Le pénalty également de la Côte d'Ivoire a été contesté par bon nombre de personnes qui disaient d'ailleurs qu'il n'avait pas pénalty sur la faute commise par Anissi Pépé dans la surface de réparation. Non, mais on a eu la chance, maintenant la technologie a évolué et ceux-là qui déchantaient ce pénalty ont eu le temps de constater après, au niveau des ralentis, qu'il y avait eu contact, il y a eu des équilibres de ce joueur qui avait déjà emmené le ballon vers les buts parce qu'il avait déjà touché le ballon avant que le gardien ne vienne le faucher. Donc pour moi c'est clair, il y a pénalty. Et ce que moi je retiens de tout ça, surtout au niveau du match Côte d'Ivoire-Sénégal, c'est que l'Arabie Saoudite n'a pas du tout fait du bien aux joueurs africains. Parce qu'il n'y a pas Seko Fofana qui sort un peu de l'ordinaire, encore que lui-même, il ne jouait pas beaucoup dans le club dans lequel il était parce qu'il a son transfert, il a quitté le club il y a 2 jours pour retrouver notre club. À part lui, tous ceux-là qui sont venus à la CAN et qui sont en Arabie Saoudite ont été nombre d'eux-mêmes. C'est pour dire que, certes, l'Arabie Saoudite, c'est le nouvel Eldorado, mais pour y aller, il faut être un joueur finissant. Quand vous commencez réellement votre carrière, c'est pas la peine de faire un tour là-bas. Edmond Ousso, la Côte d'Ivoire qui ressort la tête des 8e de finale aujourd'hui, qui se positionne et attend à affronter justement les matchs de quart de finale. Et de quelle Côte d'Ivoire vous pensez? Est-ce que cette équipe pourra faire sensation pour la suite de cette compétition-là? Pour la suite de la compétition, je pense voir la Côte d'Ivoire qu'on a vu la dernière fois. Parce que le 12e homme sera toujours au rendez-vous. Et l'image, ils ont déjà mis la Côte d'Ivoire à un niveau très élevé. Et le même coach va toujours afficher la même équipe face au Mali. Et je pense qu'avec ce visage-là, la Côte d'Ivoire risque de remporter les 3 points de cette rencontre et de se qualifier pour les demi-finales. L'autre rencontre justement qui a retenu les attentions, c'est l'Égypte et la RDC. L'Égypte de Mohamed Salah tombe également les armes à la main. Non, mais l'Égypte est tombée sans ses armes à la main. Ça ne s'est pas tombé avec les armes à la main parce que quand vous appelez Égypte, que vous avez 7 titres, quand vous appelez Égypte que vous étiez du moins à la finale de l'édition passée et que difficilement vous vous êtes qualifié avec 3 points en tant que 2e de votre groupe. C'est une équipe égyptienne sur qui on ne pouvait pas trop miser. Moi, si j'avais une pièce en or, je n'allais jamais la mettre sur cette équipe égyptienne parce que il est vrai, on redoutait la Mo Salah dépendance, mais Mo Salah n'était pas là. On a vu une équipe égyptienne qui attend toujours que l'adversaire fasse le jeu d'abord avant de réagir. Il y a des équipes auxquelles, quand vous voulez développer ce type de jeu, ça vous coûte cher et c'est ce à quoi on a assisté. Moi, j'étais heureux parce que Gabaski était de retour. On se disait, oui, Gabaski va nous faire le même coup que la dernière fois, mais c'est sans compter sur le fait que
tous les jours ne sont pas dimanche. Gabaski, c'est lui qui finalement rate le penalty qui ramène l'Égypte à la maison. Et l'Égypte n'a pas su tirer leçon de ce qui est arrivé à l'Algérie. L'Égypte n'a pas su tirer leçon de ce qui est arrivé à la Tunisie. L'Égypte s'est fait piéger par le fait que certaines grandes nations pensent toujours que les autres petites nations sont restées petites nations. Moi, je m'amuse toujours à le dire. Il y a que désormais 2 petites nations en Afrique, c'est le Togo et le Bénin. Le Togo et le Bénin, de petites nations de football. Nation de football en Afrique. Eman Oussou, c'est un match Égypte-RDC, la RDC qui a ravi la vedette sur l'Égypte en se qualifiant pour les quarts de finale. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette rencontre-là? J'étais un peu fier parce que déjà dès le début de cette émission, le premier numéro, je disais déjà que l'Égypte n'allait rien voir pour cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que pour moi, je pense que l'équipe est une nation très vieillissante avec les anciens joueurs, les Trezeguet. Il fallait du sang nouveau. Et vous avez vu déjà après le premier match, deuxième match, Mohamed Salah, le leader de cette équipe a été blessé. Et puis, s'en a suivi une qualification à de dernière minute avec 3 points. En tant qu'Égypte, quand on s'appelle l'Égypte, on ne se fait pas qualifier avec 3 points. Et tout ça là. Et puis, tout ce qui a suivi, on a vu la RDC qui a malmené l'Égypte pour moi. Voilà, la RDC a malmené l'Égypte. Et l'autre formation sportive qui est en train de faire parler d'elle pour cette CAN, c'est le Nigeria de Victor Osimhen qui vraiment est en train de vraiment révéler ce qu'on n'attendait pas d'elle. Oui, vous avez su bien dire. Moi, personnellement, je n'attendais pas grand-chose de cette équipe du Nigeria parce que quand on voit déjà le sélectionneur nigérian décrié au Nigeria et chahuté, et la presse nigériane, il n'y a pas ce jour où on ne le charge pas, comme on le dit souvent. C'est un monsieur qui, en temps réel, a quelque chose à prouver. Il a beaucoup de choses à prouver. Il est venu avec une sélection nigériane qui n'a que le devant, en fait. Qui n'a que le devant. Ils ont des attaques. La plupart de tous les attaques, des grands attaquants des championnats européens actuellement sont nigérians. Et à chaque journée, vous allez les voir, ils ne mettent que des buts. Donc, du coup, on se disait, c'est une équipe nigériane qui vient avec l'armada offensif très, très terrible. Mais au cours des matchs de poule, on a constaté que cette attaque qu'on vendait très cher a été l'ombre d'elle-même. Au premier match, au deuxième match, on a vu, il y a eu un sursaut d'orgueil, ça a commencé par prendre au niveau de... Mais déjà, au troisième match, le maillon faible du Nigeria, qui était sa défense, est devenu encore son point fort. La défense de Nigeria, c'est une défense que nous on qualifiait de boulevard Saint-Michel. C'est devenu la force du Nigeria. Et quand vous avez des joueurs comme Osimhen, Chikwueze et autres, et que par la force des choses, votre défense devient solide, alors vous devenez un candidat sérieux pour le trophée. Le Nigeria a sorti le Cameroun avec la manière, parce que durant ce match, le Nigeria a dominé le Cameroun de Rigobert Song, qui certainement ne sera plus là pour nous sortir les adages et les proverbes. Donc, c'est pour dire que c'est une équipe du Nigeria qui, au fil du temps, se bonifie comme un bon vin. Et il faut compter sur cette équipe-là. Il faut compter sur toutes les équipes qui sont en quart de finale, parce qu'elle ne vient pas en quart de finale. Qui veut, mais qui peut. C'est qui peut. Le Cameroun tombe face au Nigeria. Une équipe de Cameroun qu'on n'a pas vue lors de cette rencontre entre Nigeria et les Camerounais. Déjà, dès le début, on a vu l'envie est là, l'envie de se qualifier est là, mais à l'intérieur du jeu, qu'est-ce que le Cameroun proposait comme fond de jeu, il y a tout cela et les Camerounais sont tout simplement rentrés. Et pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau des Camerounais qui quand même étaient venus avec la fougue de quand même également faire sensation pour cette compétition, mais à l'arrivée, difficilement également ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, mais à l'arrivée, sortis par le Nigeria, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de cette formation sportive-là? Pour moi, je pense que le football, ce n'est seulement pas sur le rectangle vert. Il y a des choses en amont qu'il fallait régler tout et tout. Parce que quand on voit Andrew Nana qui vient
après le premier match, et puis de discuter de tout et tout. Et puis moi, je pensais qui prend 3 buts d'ailleurs. Qui prend 3 buts au deuxième match et qui n'a même plus été classé pour les autres matchs. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses à gérer. Et il y avait aussi, je pense que Samuel Eto'o aussi en fait de trop parce que... Vous pensez bon, ça c'est mes propos. Je pense que Samuel Eto'o aussi en fait de trop. Et j'ai même ce que l'entraîneur doit faire, c'est Samuel Eto'o qui le fait. On a vu que ces phrases à l'endroit des joueurs ont permis quand même d'avoir cette victoire lors de la 3e journée pour se qualifier et en 8e de finale. L'envie était là, mais à l'arrivée, le Nigeria a remporté 2 buts à 0 pour les raccompagner tout simplement à la maison. Le Cameroun. Oui, le Cameroun, comme l'a dit mon ami, le Cameroun, le problème du Cameroun, c'était pas forcément sur le terrain. Oui. C'était avant et dans les vestiaires. Il fallait régler beaucoup de choses. Vous savez, quand vous allez à une CAN, il faut se prendre au sérieux. Vous ne pouvez pas permettre à un joueur d'aller jouer un match de championnat et de revenir rallier la troupe. Je ne sais pas comment vous voulez que ceux-là qui sont restés puissent voir ça d'un bon oeil. Et il y a aussi le fait que le gardien, il rentre, il fait un match où il prend 3 buts. Donc, on ne peut pas, aucun des 3 buts n'est réellement sa faute. Au match qui suit, vous le mettez au banc, vous ramenez celui qui a fait le match et qui fait un bon match. Maintenant, pour les quarts de finale, c'était compliqué. Ils se sont mis eux-mêmes dans des problèmes. C'était compliqué de ramener maintenant encore au Nana. Et ça a suivi beaucoup de choses. Il y a d'abord ce problème de transition que le Cameroun n'arrive toujours pas à gérer. La transition entre la classe qui est en train de partir et la jeunesse qui est en train de venir. Samuel Eto'o, il se bat comme il peut, mais il confond vitesse et précipitation. Il y a des choses qu'il a réussi à régler. On ne parle plus des primes de match du côté du Cameroun et autres comme on l'entendait dans le passé, mais ce n'est pas seulement les primes de match qui font évoluer une équipe nationale. Il y a beaucoup d'autres pans. Moi, je pense déjà que l'équipe nationale, ce n'est pas du moment où Bineta, où tu mets ton ami parce que c'est mon ami, on a fait ensemble, il faut le mettre là. Vous savez, Rigo Besson est le seul joueur, le seul entraîneur, excusez-moi, africain qui a un joueur blanc. Son adjoint, c'est un blanc. Donc ça devrait normalement susciter des interrogations sur beaucoup de personnes. Rigo Besson, il est juste là, on l'a juste placé là. C'est le blanc qui travaille. Maintenant, il va falloir quand même assainir l'environnement. Vous avez les preuves de ce que vous disiez c'est le blanc qui travaille. Non, mais c'est le blanc qui travaille. Quand on voit, comme le disent les Ivoiriens, quand on voit un entraîneur qui travaille, on sait. Mais Rigo Besson, il travaille quand même. Non, vous savez, ce n'est plus un secret de Polichinelle. On sait comment cette équipe camerounaise fonctionne. Moi, je dis chapeau déjà à Samuel pour avoir réussi quand même à régler un certain nombre de problèmes, mais il reste d'abord le problème du staff qui doit être réglé. Et les rumeurs font déjà état de ce que Rigo Besson serait en train d'être remercié. On attend de voir la confirmation dans les jours à venir, mais ça serait déjà bénéfique pour cette équipe camerounaise parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas avoir une équipe dans laquelle il y a une planification. Mais à l'issue de cette rencontre, le sélectionneur Rigobert a dit que voilà, moi je ne suis pas entraîneur, je suis un sélectionneur manager et que son équipe est en cours de reconstruction et c'est de lui donner du temps dans les années à venir afin qu'il puisse prouver que le Cameroun est quand même une grande nation de football. Eh bien, vous venez d'amener de l'eau à mon moulin. S'il dit qu'il est un manager sélectionneur, ça veut dire qu'il n'est pas entraîneur. Qui entraîne le Cameroun, qui met les schémas tactiques sur le système. C'est pas lui. Donc, moi, je dis, je suis pour le fait qu'on utilise des entraîneurs nationaux. Parce que vous savez, ça ne sert à rien d'aller prendre des entraîneurs expatriés. Si dans le pays, on a des entraîneurs sur lesquels on peut compter. Maintenant, si ceux-là qui sont dans le pays ne peuvent pas faire mieux que les expatriés, autant aller chercher les expatriés. Et mon Oussou? Je suis du même avis. On a vu ce que la Côte d'Ivoire a prouvé la dernière fois avec le fils du pays. Pendant que le Blanc était là, pendant les 3 matchs de poule, on a vu ce que ça a donné. Lorsque celui-là est venu pour son premier match, on a également vu ce que ça a donné. Donc pour moi, je suis du même avis et je pense qu'il faut mettre en avant les entraîneurs du pays. Voilà. Et l'autre chose, si vous me permettez, oui, quand on prend les entraîneurs locaux, il va falloir mettre les mêmes moyens qu'on met à disposition des entraîneurs expatriés à ces entraîneurs locaux pour qu'ils puissent travailler. Parce que on a vu sous nos cieux ici, des entraîneurs locaux qui étaient à 100 000 francs le mois, alors qu'en réalité, les expatriés, on voit déjà jusqu'à combien on les paye. Vous imaginez quelqu'un qui est à 100 000 et on a un joueur qui évolue en National 5 en Europe, qui en rentrant amène une tablette à l'entraîneur ou vient acheter des pagnes à la maman de l'entraîneur pour son anniversaire. Vous imaginez que cet entraîneur qui a 100 000 francs ne va pas
sélectionner ce joueur, il va le sélectionner. Bien que le joueur soit en 5e division et qu'il n'ait pas le niveau pour jouer en équipe nationale. Donc quand on prend les entraîneurs locaux, il va falloir les mettre dans les mêmes conditions que les expatriés. C'est en quoi c'est de l'eau versée sur le dos du canard. L'autre surprise justement, c'est l'élimination du Maroc qui tombe également face, on dira, qui tombe face à l'Afrique du Sud sur un score de 2-0. Le Maroc qui vraiment ne s'attendait pas à cette élimination. Oui, le Maroc d'abord que je tiens à féliciter parce que c'est grâce au Maroc aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est qualifiée. Et pour moi, le Maroc, c'était le pays maghrébin le mieux placé pour aller à la conquête de cette coupe-là. Mais grande a été ma surprise de voir que l'Afrique du Sud a atomisé le Maroc 2-0. Atomisé, vous dites? Atomisé parce que 2-0. D'accord. Voilà pourquoi je parle d'atomisé. Moi, ma déception pour cette CAN, déjà, c'est le Maroc. C'est une grosse déception. Vous ne pouvez pas être demi-finaliste du mondial et venir présenter le visage que le Maroc a. Déjà, quand vous voyez au niveau des matchs de poule, quand vous voyez déjà au niveau des matchs de poule, le Maroc a toujours été réactionnel. Il réagit en fonction de ce que l'adversaire produit. Et quand il y a des équipes qui ont des joueurs très jeunes et qui physiquement, athlétiquement sont en place. Et dès que vous commettez l'erreur d'encaisser une fois, revenir à la marque, même si quand vous dominez le match, ils sont capables de faire le dos rond pendant plus de 120 minutes. Donc quand vous croisez dans l'équipe, c'est compliqué. C'est ce qui est arrivé au Maroc face au Sud-Afrique. D'abord, il y avait l'absence de Bouffal, qui a joué contre le Maroc. Il y a Ziyech qui pouvait quand même jouer, mais le Maroc s'est dit, bon, c'est l'Afrique du Sud, on peut passer, on va ménager Ziyech, histoire de le ramener en quart de finale. Mais ils se sont fait surprendre. Et comme l'a dit Regragui, il assume ce qui s'est passé. Et moi, je prierai que le président de la Fédération royale marocaine de football n'accepte pas la démission de Regragui, parce que je sens que Regragui va démissionner. C'est un monsieur qui fait du bon travail, c'est des erreurs de parcours qui arrivent et il faut permettre à Regragui, encore que 2025 c'est au Maroc, de continuer dans cette lancée. Pour des compétitions comme ça, rater un penalty, qu'est-ce que ça fait souvent pour cette grande compétition-là? Hakimi qui rate un penalty où on avait en tout cas besoin de ce but-là pour relancer le match. C'est pour ça que je disais à l'entame de cette émission que je félicite Jean Kessié pour le penalty transformé face à cette équipe sénégalaise. Hakimi, il est venu, c'était lui qui devrait tirer, c'est le tireur marocain. Voilà. Il avait l'habitude de nous faire des panenkas, mais il a compris que ce serait osé de faire une panenka là. Et comme tout bon tireur, il sait que le gardien va se coucher et il a cherché l'angle en haut. Mais malheureusement pour lui, le ballon allait ricocher sur la transversale et ça en est suivi l'élimination de... Et avant même, juste après ça, il y a eu le deuxième but, un joli coup franc. Moi, je n'enlève pas le mérite à Mokoena pour son coup franc, mais je dis toujours une chose, le gardien de but, c'est le penalty manqué là-bas, qui était dans le traumatisme, parce que Bonou n'est pas il n'est pas un petit gardien, il n'est pas un gardien qui prend ce type de but, même si j'estime que le penalty, le coup franc a été magistralement joué. Le coup franc a été magistralement joué. Eman Oussour, la Guinée équatoriale, qui atomisait la Côte d'Ivoire, 4-0 également, est sortie de la compétition face à la Guinée de Mamadou Doumbouya. C'est un score de 2-0, je pense. 1-0 à la dernière minute. Voilà, 1-0 à la dernière minute. Cette Guinée-là également qui misait également sur cette coupe-là, mais à l'arrivée n'est pas parvenue à aller au bout de cette compétition. Déjà à l'entame de cette compétition, quand on voit les matchs de la Guinée équatoriale, on sent déjà qu'il y avait cette envie-là d'aller titiller les grandes équipes. Et bon, à l'arrivée, on a constaté qu'il ne fallait pas compter sur les grandes équipes. Et la Guinée équatoriale qui a su gagner l'équipe, le pays organisateur sur ses propres internationales, 4-0. Et voilà, la Guinée-Bissau qui n'a pas voulu se faire compter également l'événement est allé au-delà d'un très bon match. C'est au cours d'un très bon match qu'à la dernière minute, ce but est arrivé et la Guinée équatoriale a été éliminée. Voilà, la Guinée équatoriale éliminée. Le Mali et le Burkina Faso étaient également sur le terrain pour ces huitièmes de finale. À l'arrivée, le Mali qui se qualifie 2-1 face au Burkina Faso. Claver Kounoudi, bientôt démarre les quarts de finale avec justement des affiches également à Provence qui seront disputées sur rectangle vert au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui sera face au Mali. Pour vous, d'abord, quelles sont vos attentes par rapport à cette rencontre-là où la Côte d'Ivoire également sera face au Mali, quand on sait également que le Mali n'est pas une petite formation sportive? Déjà, il faut noter que dès que vous venez en quart de finale, vous êtes un potentiel candidat pour le titre.
Toutes les équipes qui sont venues en quart de finale peuvent gagner le trophée. Et je vais citer Gadi Seli en disant ceci, ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne la CAN, mais c'est l'équipe qui gagne la CAN qui est la meilleure équipe. Donc c'est un peu pour dire que la Côte d'Ivoire, il est vrai, hein, j'ai un peu peur. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont mis la barre très haute avec le match qu'ils ont déployé la dernière fois. Donc du coup, tout le monde les attend. Face au Sénégal, on les attendait pas trop. Mais maintenant, on sait que cette Côte d'Ivoire, elle est revenue et que MS Faye a trouvé les ingrédients pour que la mayonnaise puisse prendre. Mais en face, on a une équipe malienne qui, moi, m'a déçu face au Namibie, mais qui est revenue face au Burkina, qui a dicté son rythme au Burkina du début du match jusqu'à la fin, avec Sinayoko, que je qualifiais de tirailleur sénégalais parce qu'il envoyait beaucoup de ballons dehors. Et il est devenu précis. Il y a Aïdara aussi qui est revenu dans la CAN. Donc moi j'estime que ça serait un match vraiment disputé, mais léger avantage à la Côte d'Ivoire parce qu'elle est à la maison, elle est revenue de très loin et celui qui a goûté à la mort, quand il revient, la mort ne lui dit plus rien. Donc du coup c'est une équipe ivoirienne. Si les Ivoiriens gardent la tête sur les épaules, si les Ivoiriens restent concentrés, ça sera certes difficile, mais je pense qu'ils viendront à bout de cette équipe malienne. Oui, moi je pense que la Côte d'Ivoire a également mis la barre très haute, mais je pense que face au Sénégal, c'était un exploit qu'il fallait. C'était quand même, il fallait pas quitter déjà après, donc il fallait se qualifier d'office pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale. Donc pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire va essayer de relever encore ce défi face au Mali, et je pense que le Mali ne va pas rester calme. L'autre choc. Excusez-moi, si c'était que MS Faye pouvait nous entendre, moi, ma doléance, c'est que Diakité ne joue pas d'entrée parce que ce garçon, depuis que la CAN a commencé, tout ce qu'il a essayé, rien n'a marché. Il vient, il essaie la même chose plusieurs fois, ça ne marche pas. Moi, j'aurais préféré un certain Boga à sa place, même s'il estime que Pépé ne peut pas commencer le match, que Boga commence le match, parce que Boga, il est plus fait que Diakité, même si actuellement Diakité, c'est l'homme du public ivoirien. Bon, en tout cas, chaque entraîneur a son schéma tactique. Eman Noussou, l'autre choc attendu, c'est le Nigeria et l'Angola, un match également qui est attendu par les amoureux du cuir. Oui, parce que l'Angola est un pays qui laisse le ballon à l'adversaire. Déjà dès le début de cette compétition, on a l'habitude de le voir, il laisse le ballon à l'adversaire, puis il suit le rythme de l'adversaire, un faux pas, il marque. Voilà les tactiques de jeu. Et c'est ainsi qu'ils sont venus juste en quart de finale. Je pense que face au Nigeria, ils vont vouloir développer le même schéma, même si le Nigeria aussi a son schéma tactique. Et ce sera un très beau match à suivre. Cap-Vert, Afrique du Sud. Cap-Vert qui élimine le Ghana d'ailleurs, et qui a battu le Ghana en match de poule 2-1 et qui a continué cette compétition. Non mais le Ghana, vous ne pouvez pas prendre le Ghana comme référence actuellement parce que le Ghana, même avec l'état actuel du Bénin, le Ghana ne fait pas peur au Guépard. C'est une équipe du Ghana qui n'a pas compris qu'entre-temps il fallait mettre les frères Ayou de côté, qu'il fallait mettre les vieux joueurs qui n'avaient plus de temps de jeu de côté et composer avec la jeunesse. Vous allez voir dans cette CAN, c'est ceux-là qui ont su faire la transition qui réussissent leur CAN. Le Cap-Vert, bon, ils ont... Même si on les éliminait maintenant, ils ne peuvent pas s'en vouloir. Hein, c'est la série sur le gâteau. Tout ce qui leur reste à jouer maintenant, c'est des matchs de bonus parce qu'ils ont déjà fait le CAN. Ils ont quitté les phases de poule. Ils sont venus en huitième. Ils sont en quart de finale. Donc même si on les éliminait maintenant, mais je crois quand même qu'en face, il y a une équipe sud-africaine. Et l'autre handicap du Cap-Vert, c'est que le Cap-Vert ne sait pas rester dans une pose de favori. Le Cap-Vert préfère une peau d'outsider et procéder par contre-attaque, rester derrière, procéder par contre-attaque. La seule fois où ils ont été entre griffes favoris, c'est difficilement qu'ils ont réussi à se qualifier. Et moi, je pense quand même que Cap-Vert et Afrique du Sud, ça sera du Tao-Tao, comme on le disait en tant qu'on faisait les journées culturelles. Ça sera du Tao-Tao, ça sera un beau match, 50-50, et c'est l'équipe qui sera plus réaliste devant les poteaux qui va s'en sortir. Voilà, est-ce qu'on pourrait dire justement que cette CAN-là est une CAN de grande surprise, hein, quand on sait que les pays favoris, dans la grande partie, ont été éliminés? Ah oui, parce que les grandes nations ont été éliminées, il reste, c'est vrai, les grandes nations sportives ont été éliminées. Et bon, actuellement, il faut compter sur les petites équipes et on est là à suivre ce nouveau. Mais vous l'avez dit, aucune équipe n'est venue prendre de la moutarde à la CAN. Ah oui, exactement. Mais il fallait reconnaître les grandes équipes de football par rapport aux équipes. Et par exemple, la Namibie, on ne s'attendait pas à une qualification de la Namibie. Qui s'attendait à une élimination du Maroc et du Sénégal d'ailleurs, le champion en titre. Donc,
Les Ivoiriens, ils ont raison de dire que c'est la meilleure CAN. C'est la meilleure CAN depuis qu'on organise la compétition en Afrique. C'est la meilleure CAN. Et c'est une CAN qui... il y a tout dans cette CAN. Il y a tout, il y a toutes les sensations. Quand vous êtes assis devant votre match et que vous êtes fan d'une équipe, vous vivez toutes les sensations jusqu'à la fin du match. Sincèrement, c'est la meilleure CAN et il y a l'ambiance, tout. Moi, personnellement, je regrette même de ne pas être à Yamoussoukro actuellement pour vivre cette CAN en live. Voilà, 30 secondes pour conclure cette émission rapidement. Non, mais je dirais merci à vous pour m'avoir appelé sur ce plateau. Merci pour la considération. Et je salue tous les fans du football béninois, en particulier du football africain en général. Restez câblés, déjà à partir de demain, il y aura encore d'autres surprises. Aimons-nous sous 30 secondes et ce sera votre mot de la fin. Oh oui, déjà à partir de demain, j'invite tous les téléspectateurs à suivre les petits écrans parce que ce sera de très belles rencontres et pour ces quarts de finale. Et nous allons revenir ici pour faire le décryptage. Voilà, on va revenir pour faire le décryptage et demain justement, ce sera les matchs de quart de finale avec le Nigeria et l'Angola à partir de 18h. La RDC et la Guinée à partir de 21h. Restez câblés pour suivre justement ces différentes rencontres. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités, Claver Kounoudi et Manoussou, d'avoir répondu présent à notre invitation pour justement débattre des matchs de 8e de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui bat son plein du côté des pays de Alassane Ouattara. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes de réalisation, Sabou Chabadamou, Kurt Zamba, Shérif Dinkora, Romaric Fadjebe. Portez-vous bien et à très bientôt.